Alors, je vous ai parlé ce matin des séances de simulation IFI avec les pairs en vous disant que ça marchait bien, qu'on était contents, c'est la 5e année qu'on le fait, mais on est en médecine des gens inquiets et la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer longtemps, est-ce qu'il ne faut pas déjà anticiper la suite? Quand Pascal m'a présenté, il vous a dit que j'ai enseigné la thérapeutique et mon activité clinique se passe dans un pôle urgence et en médecine d'urgence. Quand on n'anticipe pas les événements, c'est les patients qui subissent les conséquences. Et en éducation, quand on n'anticipe pas les événements, ce sont les étudiants qui subissent les conséquences. Et l'idée, évidemment, c'est de créer des circonstances qui font supporter les conséquences aux autres. Alors, on a dit plusieurs fois aujourd'hui, et on vient de le dire, ou de le redire, que l'évaluation conditionnait les apprentissages. C'est exactement ça, c'est absolument vrai. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément négatif. Alors voici une étude qui a été publiée très récemment par nos collègues allemands d'Heidelberg. Nos collègues allemands d'Heidelberg ont un enseignement de pédiatrie qui est extrêmement bien structuré, qui associe des conférences, des apprentissages en petits groupes sur des résolutions de problèmes qu'on appelle problem-based learning, qui utilisent des patients virtuels, vous voyez où je veux en venir, et qui, comme tous les enseignements, est évalué. L'évaluation dans cette expérimentation a été faite sous 2 modalités. Des QCM à contexte riche, c'est-à-dire qu'une vignette clinique avec une seule bonne réponse attendue, c'est-à-dire des QCM de haut niveau d'osmologie qui n'ont rien à voir avec les QCM de PACES dont parlait Arnaud tout à l'heure, où on essaye non pas de tester des connaissances, mais l'application de ces connaissances dans un contexte défini par la vignette. Et puis, l'autre modalité, ce sont ce qu'on appelle les Key Features Problems. Les Key Features Problems, comme leur nom l'indique aux plus anglophones d'entre vous, focalisent uniquement sur les points importants, difficiles ou sources d'erreur d'une pathologie dont la prévalence est importante. Et la question posée aux étudiants était entre autres, est-ce que ces 2 modalités d'évaluation, qui sont utilisées dans beaucoup de pays d'Europe, conditionnent ou pas votre apprentissage, et si oui, comment? Eh bien, à cette question, voilà ce qu'ont répondu les étudiants allemands. Les étudiants allemands ont répondu que les key features les obligeaient à un travail en profondeur. Et que, parmi les outils qui étaient à leur disposition, celui qui correspondait le plus à cet apprentissage en profondeur, c'était, devinez quoi? Les patients virtuels. C'est ce qui apparaît ici sur ce verbatim. C'est une étude qui a été faite au moyen d'un focus group. Je vais entrer un peu plus dans le vif du sujet et regarder quels sont les ressorts cognitifs des serious games. Je n'ai rien inventé du tout. J'ai trouvé cet article qui fait le point sur la question et qui montre qu'en fait, il y a 4 ressorts importants. Le premier ressort, c'est le behaviorisme dont parlait tout à l'heure Arnaud. C'est grosso modo, c'est moi qui sais, tu fais comme je fais, si tu fais comme je fais, c'est bien. C'est assez basique, mais ça fonctionne. Le deuxième passe par une présentation plus cognitiviste et l'idée est d'encoder les informations pour pouvoir les retrouver après. Ça fonctionne plutôt pas mal aussi. Le troisième est humanisme, mais le quatrième est le plus intéressant. Le quatrième, c'est le plus intéressant, c'est le constructivisme. C'est une approche darwinienne avec un enseignant qui est leader, mais leader au sens constructif du terme, horizontal et non pas vertical, avec un apprentissage expérientiel qui se fait par résolution de problèmes. Vous voyez qu'on revient à ce qu'on disait ce matin, avec une importance du travail en groupe. Cette approche est vraiment une approche intéressante, c'est une approche qu'on a tendance à favoriser pour les sciences de la santé. Quand on s'intéresse maintenant à l'impact des serious games en termes d'apprentissage pour les sciences de la santé. Là encore, on dispose d'une revue de la littérature très très récente qui est une méta-analyse et qui arrive à récupérer 21 articles qui répondent aux critères très stricts que ces auteurs ont définis. Ces 21 articles nous disent quoi? Nous disent que
les domaines dans lesquels ces serious games ont été développés sont finalement assez limités, puisque vous voyez des domaines très très pointus, l'audiophonologie, vous voyez des domaines un peu plus larges, la biologie, la chirurgie, la médecine légale ou l'urologie. En termes d'environnement, on est essentiellement aux urgences, dans des unités de soins telles que la médecine interne ou la neurologie. Ce sont surtout des connaissances techniques qui vont être délivrées, avec une utilisation dans les instituts en complément des apprentissages habituels. Ce qui est intéressant aussi, ce sont les bases pédagogiques. Et vous voyez que, alors que le constructivisme est vraiment une théorie intéressante, elle est finalement très peu utilisée par ces jeux sérieux. Et quand on regarde, ça est à base de simulation pour la grande majorité d'entre eux. Alors, on revient à nos étudiants. On revient à nos étudiants et vous voyez que quand on a regardé ce qui s'était passé ce matin, l'idée était de partir non pas d'une maladie, mais de syndrome ou de symptômes. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, on a vu ici la présentation d'un jeu sérieux qui venait de Toulouse, si mes souvenirs sont exacts, et qui concernait la prise en charge de l'hémorragie méningée. Quand on regarde ce jeu sérieux qui était vraiment remarquablement bien fait, la question qui était sous-jacente à ça, c'était « Ok, c'est super bien fait, mais qu'est-ce que ça apporte de plus qu'une question bien rédigée ?» et la réponse était malheureusement peut-être pas grand-chose. Et on serait tenté de recourir à un apprentissage transdisciplinaire et d'appeler Shakespeare au secours pour lui faire dire finalement peut-être beaucoup de bruit pour pas grand-chose ou pour rien. Il faut donc, si on part dans cette logique, cibler sur des attentes importantes. Le deuxième élément qui est important, c'est que les cognitivistes nous disent que si on veut mémoriser pour pouvoir réactiver des connaissances, c'est bien plus intéressant de les tester plutôt que de les répéter. Ce qu'on sait également, c'est que la rétroaction est fondamentale et qu'enfin, le travail en groupe, en petits groupes, est extrêmement intéressant et pertinent. Si on part de la façon dont on a organisé ces enseignements, on part donc de grands syndromes ou de grands symptômes. On part donc d'un environnement technique approprié. On part donc de pathologies correspondant aux objectifs d'apprentissage. De ce fait, comme je vous l'ai dit ce matin, on va limiter la charge cognitive et permettre aux étudiants de se focaliser sur les points importants, sur la résolution des problèmes. On va faciliter les transferts par le biais de décontextualisation. Est-ce qu'il y a une logique à développer ça? La réponse est peut-être. Vis-à-vis des industriels, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Ces apprentissages sont objectivement les plus difficiles à atteindre. Ce sont des apprentissages qui objectivement sont mal délivrés par les traités, sont mal délivrés par les cours magistraux. Il y a donc quelque part un manque. Qu'est-ce qu'un serious game peut nous apporter? Des décors réalistes, des matériels, des présentations de patients réalistes. La deuxième partie de ce qu'on avait vu ce matin, c'était l'interaction avec le patient. Et on avait vu qu'on a développé le raisonnement à partir d'éléments objectifs recueillis. Parfait. On peut donc construire ces jeux avec une description des symptômes. Le patient décrit sa pathologie, avec un patient qui peut donner des antécédents significatifs, avec un patient qu'on peut examiner. Voilà, sur la droite de la photo, non pas un jeu sérieux, mais si c'est un jeu sérieux, il est d'un genre très particulier. C'est la fenêtre d'interaction avec les étudiants
des examens de connaissances cliniques administrés par le National Board of Medical Examiners. C'est une vidéo sur laquelle l'étudiant déplace un stéthoscope virtuel pour ausculter ce patient. Et il a des sons qu'il peut entendre en réglant le son sur des écouteurs. Eh bien, on peut donc, par ce système, encore une fois, comme on l'a fait ce matin, connecter symptômes et examens physiques et, encore une fois, activer des scripts, et notamment au niveau des attributs, les caractéristiques de tel ou tel diagnostic. On peut prescrire des examens complémentaires. C'est assez facile sur le plan technologique d'avoir un menu déroulant sur lequel l'étudiant va cliquer pour faire apparaître ces différentes images qui sont des vraies images de vrais patients. Celui du haut a une pneumonie communautaire, celui du milieu a une fibrillation auriculaire, et le troisième, c'est une copie d'écran des examens qui sont rendus par le CHU. À ce moment-là, encore une fois, on va pouvoir connecter symptômes, données d'examen, examens complémentaires. On peut activer les scripts via les attributs dont je parlais tout à l'heure, et on peut établir des connexions physiopathologiques. Et là encore, une des bases du raisonnement, c'est de faire appel à ces connaissances. Une fois que l'étudiant ou les étudiants ont intégré toutes ces informations, il va falloir qu'ils les traitent. De nouveau, à droite, une copie d'écran empruntée au National Board of Medical Examiners. Là, on ne parle plus du Step 2 de connaissances cliniques, on parle du Step 2 de Clinical Skills. Clinical Skills, ce sont des examens de patients standardisés. Examens qui peuvent se limiter à l'interrogatoire via, par exemple, une conversation téléphonique. Et une fois que l'étudiant a examiné son patient, il a 15 minutes pour ce faire, il a 15 minutes pour rédiger une fiche de synthèse sur ce modèle qui prend en compte 4 éléments. Premier élément, c'est les données de l'examen, tout ce qu'il a tiré comme information. En fait, c'est l'observation. Le deuxième élément, c'est tout ce qui va identifier comme données à l'examen physique. Le troisième élément, ce sont les 3 principaux diagnostics qu'il va évoquer en les justifiant à chaque fois des arguments pour et des arguments contre. Le quatrième élément, ce sont les éléments qu'il va prescrire par la suite, qu'il s'agisse d'investigations supplémentaires ou de thérapeutiques. Là encore, quand on regarde ce qu'on peut faire, on peut adapter ce système, on peut identifier toutes les informations pertinentes, on peut identifier les informations qui ne sont pas pertinentes, et on peut, là encore, comparer tout ça à un référentiel. Et à ce moment-là, fournir une rétroaction. La rétroaction, c'est le point capital. Ce système permet d'identifier les informations cliniques qui n'ont pas été identifiées par les étudiants et les leur signaler, identifier les diagnostics pertinents qui n'ont pas été identifiés par les étudiants et leur signaler, retrouver les éléments positifs et négatifs qui étaient présents dans l'observation, qui n'ont pas été identifiés comme tels, et justifier les prescriptions d'examens complémentaires sophistiqués, coûteux, justifiés à développer. L'impact cognitif de ces rétroactions est très important. C'est le principe de ce qu'on appelle le Test Enhanced Learning, le TEL. Là encore, la prescription d'investigation supplémentaire, type IRM ou scanner dans l'exemple de ce matin, va pouvoir être justifiée, et là encore, on argumente avec l'activation des scripts. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris le schéma habituel d'une séance de simulation.
Une séance de simulation, comme vous l'a dit tout à l'heure, Madame Macagnan, a une étape extrêmement importante, c'est le débriefing. Plusieurs modèles de débriefing existent. Celui-ci est celui qu'on utilise à la fac de Nice. C'est le plus simple et donc un des plus opérants. On passe par l'identification des discordances entre ce qu'on attend et ce qu'on observe. C'est la première phase. On analyse la raison pour laquelle ces discordances sont présentes. On vérifie les bases qui auraient dû être mises en place et on termine par une rétroaction sur la pathologie présentée. Et à ce moment-là, ce système permet d'avoir une rétention d'informations qui est présente, qui est favorisée par l'apprentissage actif, avec des rappels didactiques si nécessaire, tout ça dans la gestion du domaine professionnel des étudiants. Ce système favorise le travail en petits groupes, comme on l'a vu ce matin. Effectivement, on va voir une amélioration de la capacité de résolution de problèmes. On va voir une augmentation de la participation active et donc des apprentissages. On va voir une amélioration du score des étudiants les plus faibles entraînés par les autres. Et on est bien dans une logique complètement éthique de ne pas laisser l'étudiant au bord du chemin. On va voir que ce n'est pas simple, qu'il faut pour ce système l'adhésion des étudiants, on l'a facilement. L'adhésion des enseignants, on l'a très difficilement. L'adhésion de l'administration, on l'a encore plus difficilement. Mais rien n'est impossible si on essaye de le faire. Ça veut dire qu'on intègre ces formations en termes de planification dans les curriculums, ce qui n'est pas forcément simple. Ça veut dire qu'on prépare les enseignants et on se donne les moyens de le faire. Matériel notamment, ce n'est pas forcément irréaliste. On peut rêver, c'est bientôt Noël. Ce n'est pas forcément accepté par les étudiants au tout début, mais ça le devient par la suite. Un des éléments est le problème des scores pour savoir si c'est intégré ou pas dans les examens. Est-ce que le score individuel va être pris en compte? Est-ce que c'est le score du groupe qui va être pris en compte? Tous ces éléments sont des éléments qui ne sont pas très difficiles à contrôler. Et pour la suite. Pour la suite, on aborde demain la N+1e réforme des études de médecine. Ça va toucher le second cycle, on appelle ça la R2C, et ça va toucher les étudiants qui vont entrer en 4e année en 2019, à la rentrée 2019. Donc c'est vraiment demain ou à peine après-demain. On va s'appuyer sur des socles de connaissances qu'on appelle de niveau A, qui vont concerner la prise en charge des urgences, la prise en charge des patients dans les grandes pathologies. Ce que tout étudiant devra savoir. Ces connaissances vont être évaluées par des examens sur le modèle de ce qu'on imagine à base de QCM à contexte riche, de key features, voire de thèses aux condenses des scripts. Et la validation de ces connaissances sera indispensable pour l'accession en dernière année du second cycle en formation pré-professionnalisante. Un des points les plus importants, ça sera l'apprentissage des grands symptômes et des grands syndromes et la mise en perspective avec les soins des patients. Les outils manquent cruellement. Technologiquement, d'un point de vue cognitif, les outils peuvent se développer dans le sens des serious games. Sur le plan technologie pure, ce n'est pas un gros souci manifestement. La question est, y a-t-il des industriels qui veulent se lancer là-dedans? Réponse peut-être après les fêtes. Merci à tous. Merci Jean-François. Merci Jean-Paul. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exposé? Oui. Tu n'as pas gardé le micro, mais voilà. Oui, c'est encore moi. Juste, pas des serious games.
c'est mon domaine, je me permets d'intervenir parce que donc vous avez fait une démonstration pour moi très intéressante sur le plan parce que c'est mon partie didactique, hein, de tout ce qui est des explications, de la mise en place avec vos étudiants et tout ça, tout tient la route sur les feedbacks didactiques, etc. Mais vous parlez de serious game, mais pour moi dans votre discours il y a du serious, mais je vois pas où est le game en fait. C'est parce que ça devrait aller ensemble. Alors est-ce que vous y avez pensé dans votre structure de pensée là, et vous ne l'avez pas exposé, ou c'est quelque chose que vous laissez justement cette question à l'industriel qui serait potentiellement intéressé par ce que vous proposez? Je pense que c'est un point qui relève, à mon sens, beaucoup plus de l'industriel que de l'enseignant. Je pense que la question c'est est-ce qu'on peut essayer de standardiser ce qu'on fait de façon très, très artisanale, et a priori la réponse cognitive et technologique est oui. Maintenant, on a dit depuis le début de ce séminaire qu'on avait intérêt à se frotter la cervelle les uns contre les autres. Montaigne rappelait qu'au XVIe siècle, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire, en dehors de tout problème épidémiologique. Et comme on l'a dit ce matin, le jeu n'est pas encore quelque chose de très naturel pour nous. Par contre, il l'est dans l'approche que peuvent avoir les industriels. Donc c'est probablement la petite chose qu'ils peuvent, entre autres, nous apporter. Clairement. Allez le voir, parce que je ne suis pas persuadé que... non, justement, il ne faut pas... Quelqu'un d'autre pour des questions? Prends les pas d'autres. Merci pour la...